Bonjour à toutes et à tous, herkese merhabalar, bienvenue sur le podcast turc, le seul et unique podcast qui vous rapproche de la culture turque. Je suis votre hôte, Péline, autrice et créatrice du site internet leblogd'istanbul.com qui vous aide à voyager et vous expatrier à Istanbul. Aujourd'hui, on reçoit la magnifique et pétillante Assia, qui est une jeune Marocaine qui est venue s'installer à Istanbul il y a à peu près 4 ans. Dans cette conversation avec elle, on va aborder plein de sujets, notamment Istanbul, bien évidemment. Comment est-ce qu'elle se sent à Istanbul? Quels sont ses quartiers favoris? Est-ce qu'elle a appris la langue turque et est-ce qu'elle pense que la langue turque est indispensable pour vivre en Turquie? On parle un petit peu aussi des amitiés, comment elle s'est créée des amitiés à Istanbul et quels sont les types d'amitiés qu'elle a pu créer. Et aussi, on va parler d'une création qu'elle a faite. Elle a créé un concept de dîner à Istanbul et c'est hyper intéressant et hyper inspirant. Et vers la fin de la conversation, on aborde très légèrement pourquoi Istanbul n'est pas si facile que ça à vivre et qu'il faut s'armer de patience parfois. Voilà, je vous en dis pas plus, je vous laisse avec la conversation et n'hésitez surtout pas à commenter et à mettre un petit pouce bleu si elle vous plaît. Alors bonjour Assia, merci beaucoup de nous rejoindre sur le podcast turc. Alors nous on s'est rencontrés sur Instagram, on a une rencontre Instagram comme il s'en fait beaucoup maintenant et j'ai découvert un peu ton concept parce que tu as un concept particulier en rapport avec la cuisine, ça on va en parler un petit peu plus tard. Mais tout d'abord j'aimerais vraiment qu'on fasse ta connaissance. Tu n'es pas turque mais tu vis en Turquie. Exactement. Est-ce que tu peux tout simplement me dire qui tu es et surtout comment tu t'es retrouvée en Turquie? Voilà, je m'appelle Assia. Je suis venue en Turquie en 2016. Et j'étais vraiment dans une période dans ma vie où j'étais dans la moitié de mes vingtaines. C'était pile poil le moment pour moi de débarquer dans une nouvelle aventure. Donc, j'étais pas trop jeune et je n'étais pas aussi trop vieille. Je suis venue en Turquie parce que, de un, j'aimais beaucoup le pays. Au moins l'écho que j'ai eu du pays et de la ville, surtout d'Istanbul, depuis chez moi, depuis Casablanca. Je suis venue ici la première fois en tant que touriste. C'était juste pour rendre visite, pour découvrir un peu. Et après, je me suis dit pourquoi pas rester ici et me faire une nouvelle vie. Je voulais vraiment commencer à zéro. Je voulais vraiment me perdre et me retrouver encore une fois. Je voulais me reconstruire une nouvelle identité, si on veut. Et voilà, Istanbul m'est juste paru le lieu parfait pour faire ça. Mais est-ce que tu avais déjà planifié, avant du coup tes 25 ans, que tu allais vivre à l'étranger? Oui. Alors, oui, c'était planifié. C'est-à-dire que moi, au fait, lors de mes vingtaines, j'avais une bucket list, comme on l'appelle en anglais. Et c'est des trucs, des choses que je voulais au fait faire, que je voulais faire durant mes vingtaines. C'était par exemple réussir ma vie ou bien réussir ma carrière, acheter un bien immobilier, vivre dans un nouveau pays pendant quelques années. Au moment où j'avais 25 ans, j'avais pratiquement fait tout ce que j'avais dans ma bucket list pour mes vingtaines. Et il me restait au fait la dernière chose que je voulais tellement faire, c'était de déménager dans un autre pays et juste recommencer ma vie à zéro. Voilà, mais voilà, je m'étais toujours projetée à vivre dans un autre pays que le Maroc. Maintenant, je n'ai jamais pensé à la Turquie. Je pensais plus à vivre au Canada ou bien en Europe. Après, voilà, je suis venue entre-temps, je suis venue en vacances ici et je suis tombée amoureuse du pays, de la culture et aussi de la vie. Mais du coup, tu peux nous expliquer à ce moment-là les vacances, quand tu es venue en vacances en Turquie, tu étais où déjà? Je crois que tu étais dans le sud, non? Oui, je suis partie à Izmir. Et donc, la première chose que j'avais faite, j'ai toujours entendu de très, très belles choses sur Izmir et sur les alentours d'Izmir. Donc, la première chose que j'avais faite, c'était de passer quelques semaines voilà, à trimballer autour d'Izmir, Çeşme, Alaçatı. J'ai fait Kuşadası, Şirince. Voilà, je suis partie aussi vers Antalya. Donc, j'ai fait toute cette région parce que j'étais venue en été. Donc, cette région, c'est un peu la région d'été ici en Turquie.
Et après, je pense les derniers 10 jours ou la dernière semaine, ben, je suis venue à Istanbul et c'est là que je suis vraiment tombée amoureuse du pays, quoi. À la base, tu voulais partir au Canada ou en Europe, ce qui est totalement différent d'Istanbul. Même si, bon, Istanbul, c'est une grande ville, elle est hyper développée, hyper moderne, etc. C'est quand même un pays musulman, c'est un pays avec des traditions et une culture hyper ancrée. Est-ce que c'est ce que tu recherchais au final dans ton expatriation, d'avoir le moderne plus le côté un peu plus traditionnel? Alors, au fait, c'est vraiment parmi des choses qui m'ont encouragée à venir et à m'installer ici à Istanbul parce que bah, c'est moderne, surtout bah, les quartiers et les lieux que je fréquente. Donc, ça fait 4 ans, ou bien les quartiers ou les lieux où je vis en général. C'est vraiment très moderne. C'est plus facile d'être une femme. Il y a beaucoup de respect. Il y a beaucoup de, bah, je me sens très très à l'aise et j'aime beaucoup, hein. Et c'est un peu européen aussi, tu vois, les quartiers un peu mondains d'Istanbul, ça reflète aussi un peu le côté européen d'Istanbul et de la Turquie aussi. Et en même temps, il y a cette culture turque ancrée, il y a cette tradition, il y a au fait la religion bah, au fait, je suis pas quelqu'un de très religieux, mais bah, ça me fait chaud au cœur d'entendre bah, le azan tous les jours. C'est-à-dire que ça me rappelle chez moi. Donc, bon, j'ai le côté moderne et l'ouverture d'esprit de l'Europe, mais aussi j'ai la culture, j'ai la religion et j'ai aussi, bah, au fait, les traditions qui sont ancrées. Donc, pour moi, c'est vraiment c'est un bon équilibre que j'apprécie énormément, que je ne savais pas que j'allais apprécier tant. Tu dis les quartiers mondains d'Istanbul, parce que ça, c'est important aussi. Je pense qu'on n'a pas la même vie à Istanbul si on vit à Pendik ou à Etiler, par exemple. Donc, ces Ah non, non, non. quartiers-là, est-ce que tu peux me dire c'est lesquels? Quels sont tes quartiers favoris et là où justement, tu te sens bien? Alors, donc, déjà Pendik, moi, j'y suis jamais partie et donc, j'ai jamais eu l'occasion d'y aller. Euh, donc, pour moi, j'ai pas découvert Istanbul à 100%, mais il y a au fait des quartiers où je me sens très bien, où bah, au fait ça me suffit, notamment comme tu viens de dire, hein, Etiler, j'ai vécu à Etiler, donc Etiler c'est un bon quartier que j'aime bien, c'est très safe, c'est très sécurisé, bah, les gens sont bons et voilà, en tant que femme, c'est vraiment très facile d'être une femme et voilà, c'est respectueux, c'est vrai, et c'est aussi safe parce que des fois, ça m'arrive, je prends le métro à minuit et depuis le métro jusque chez moi à Itiler, donc c'est 15 minutes de marche, bah, je marche et je suis confortable, bah, je me sens en sécurité. Donc là, j'ai dit Itiler, il y a Nishantashé, j'ai fait Beaumontier aussi, j'ai habité à Beaumontier pendant 2 ans. Donc Nishantashé, c'est à côté, donc j'adorais me promener, les promenades des dimanches à Nishantashé, les dimanches matins, j'adorais ça. Euh, j'ai fait, là, sur le côté Asie, ben, j'ai fait Kuskundjuk, qui est ton quartier préféré, Péline. Oui, Donc, j'habite à Kuskundjuk maintenant. C'est un très, très beau quartier qui n'est pas très, très connu. C'est super local, mais c'est un très, très beau quartier. C'est riche en culture, c'est beau, c'est les couleurs, les goûts, les odeurs. C'est très beau de vivre ici. À Küskündük. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est super bien connecté à tous les bons quartiers de la partie Asie d'Istanbul. C'est-à-dire, depuis Küskündük, c'est facile d'aller à Kadıköy, qui est super bien aussi, c'est l'un de mes quartiers préférés. Et c'est facile d'aller à Moda, sur bah, la côte Moda, donc c'est beau aussi et j'adore. Et c'est aussi facile d'aller à Üsküdar, qui est aussi un quartier. Voilà, un quartier avec une culture qui est quand même assez riche. ouais, tu t'expliques trop bien. Je te jure, avec quelques phrases, on a voyagé là. Ah oui. Donc, mais attends, j'ai pas envie. Ah, aussi, il y a le quartier Cihangir qui est. It's my first love. Quand je suis venue ici, le premier quartier dont je suis tombée amoureuse, c'était Cihangir. J'adore Cihangir. Et pourquoi t'as pas vécu Et à Djihangir, du coup? alors, donc la région de Cihangir et Karaköy aussi, c'est l'un de mes quartiers préférés, mais j'aime cette partie trop pour y vivre hein, parce que voilà, quand tu vis quelque part, c'est vrai que tu profites de la beauté et de la tranquillité. Voilà, tu vis quelque part où tu es épanoui, où tu aimes bien, mais en même temps, ça devient monotone.
ça rentre dans la routine, dans le familier, dans le quotidien. Ouais. Et tout ce qui rentre dans le quotidien, un jour ou l'autre, devient un peu ennuyeux. Ça perd son charme, voilà. C'est pas faux ce que tu dis quand tu dis j'ai pas tout visité Istanbul et quand je suis bien dans un quartier, bah voilà, ça me suffit. C'est vrai que quand on vit à Istanbul et qu'on n'a pas forcément besoin, par exemple, moi j'avais besoin beaucoup de voyager dans des quartiers différents, tu vois, par rapport à mon travail. Donc du coup, j'ai vu beaucoup Istanbul et puis ensuite, vis-à-vis du blog, etc., ça s'est développé. Mais je comprends que quelqu'un puisse rester dans son quartier. Moi, je connais des gens à Istanbul, ils habitent en Asie, ils sont passés en Europe seulement 2 fois dans leur vie, tu vois. D'accord. Et c'est normal pour eux. Enfin, ils disent ouais, mais j'ai rien à faire là-bas, donc j'y vais pas, quoi. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Alors justement, je voulais te parler d'un truc par rapport au langage turc. Ça fait D'accord. 4 ans que tu es à Istanbul, c'est ça? Oui, Ouais. oui. Et du coup, je me demandais, est-ce que tu penses qu'il est indispensable de parler le turc pour vivre à Istanbul? Alors, premièrement, ça dépend de la personne et ça dépend aussi de l'entourage de la personne. Mhm. C'est-à-dire, moi, j'ai été très chanceuse parce que quand j'ai atterri à Istanbul, ben, je m'avais au fait déjà construite un réseau de connaissances et qui était anglophone. C'est-à-dire, quand je suis venue ici, j'avais des connaissances, j'avais des amis qui parlent anglais. Et après, moi, j'étais connectée à des gens qui sont, en général, voilà, tous, ils étaient des entrepreneurs. Donc, même, voilà, les premiers contacts que je m'étais faits, voilà, les premières amitiés que j'avais nouées, ben, c'était avec des gens anglophones. Rajoutons à ça que dans mon travail, je n'avais pas besoin de parler l'anglais parce que moi, je travaille dans l'import-export, Le turc, tu c'est-à-dire veux dire? Tu n'avais pas besoin de parler pardon, le turc. voilà, j'avais pas besoin de parler turc, pardon. Pas de J'avais pas souci. besoin de parler turc parce que je travaillais voilà, dans l'import-export. Donc, voilà, ça valorisait plus les autres langues que je parlais. Et même, voilà, au boulot, les gens avec lesquels je travaillais tous les jours, bah, je parlais anglais. C'est pour ça que pour moi, personnellement, et parler le turc, ce n'était pas un must. C'était quelque chose qu'il faut absolument faire, mais ce n'était pas un must pour servir. D'accord? D'accord. Maintenant, pour survivre bah, le quotidien, c'est-à-dire toutes les petites activités qu'on fait au quotidien, que ce soit voilà, prendre le bus, prendre le taxi, demander sa route, voilà, faire les courses, les interactions avec les gens au quotidien. Pour ça, il faut absolument parler turc. Il faut absolument, absolument parler turc. Et parce que sinon, en fait, sinon, ça ne va pas le faire. Sinon, tu n'y arrives pas et la vie devient pénible. Et voilà, parce que les gens, en fait, ils ne parlent pas anglais. La majorité, je ne parle pas du domaine professionnel, je ne parle pas d'un réseau que tu te construis d'anglophones, je ne parle pas de ça, mais je parle des gens de ton quotidien, c'est-à-dire du mec au supermarché, du chauffeur de taxi, le mec que tu arrêtes quand tu es perdu au milieu de nulle part et que tu leur demandes ta route. Ces gens-là, il faut leur parler en turc. Donc, il faut parler un minimum turc. Ouais. Et du coup, comment tu t'en sors? Ah, très bien. Ouais. Bah, au quotidien, très bien. Et mon turc maintenant n'est pas un turc professionnel, c'est-à-dire que je ne peux pas avoir un interview en turc. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'après 4 ans ici, je me rends compte qu'il faut absolument que je parle turc si j'ai envie de… Voilà, parce que je me projette ici mieux et j'ai envie de rester ici. Donc, bah, du coup, il faut absolument que je travaille sur mon turc. Mais voilà, le basique, le turc de tous les jours, bah, je me débrouille super bien et voilà, je suis contente de la vie que j'ai aujourd'hui ici avec le turc, avec le peu de turc que je parle. Ouais. Tu trouves que c'est une langue difficile à apprendre ou Alors là, au fait, c'est du cas par cas, ça dépend des gens. Moi, les langues, ça a toujours été mon point fort. Je donne toujours cet exemple. Quand j'étais au lycée, ben, j'étais au fait la nana qui s'endort en cours de sciences et en cours de physique. Franchement, je m'endors, carrément. Je dors. Pendant 2 heures, Ouais. je suis au bout de la classe, je fais ma sieste. Parce que ça ne m'intéresse pas. Voilà. Mais pour les langues, ben, j'ai toujours été la première à toutes les langues, arabe, français, anglais, et j'ai toujours été au fait la star de la classe, surtout durant les examens Ouais. pour les langues.
Donc, franchement, moi, les langues, ça a toujours été mon fort. Donc, je ne trouve pas que le turc est particulièrement difficile comparé aux autres langues que je parle. C'est juste que, voilà, je ne me suis pas mettre l'apprentissage du turc dans la tête. Donc, je ne me le suis pas fixé comme un objectif. Ce que j'ai fait maintenant, et c'est pour ça maintenant que je fournis plus d'efforts et pour autant, hein, Péline, la semaine prochaine, je vais commencer mes cours de turc. Donc, voilà, je me suis mise dans la tête. Maintenant, oui, est-ce que c'est difficile pour moi parce que les langues, c'est mon truc? Non, c'est pas particulièrement difficile. Voilà, pas plus que d'autres langues. Mais il y a des gens, en fait, en général, qui trouvent parler une deuxième langue est difficile. Donc, ça dépend. En fait, ça, c'est du cas par cas. Tout à l'heure, tu nous as un petit peu parlé de ton entourage. Est-ce que tu Mhm. peux nous décrire qui sont tes amis aujourd'hui à Istanbul? Est-ce que tu as des amis turcs en fait? C'est ça la vraie question. Alors, si j'ai des amis turcs, oui, j'en ai deux. Ok, je n'ai pas envie de dire de bêtises, hein. Des amis turcs. J'en ai deux. J'en ai D'accord, deux. Ce sont de très très bons amis à moi. Et bah, la première, c'est. Ah, en fait, je les ai rencontrés dans le même coin. J'étais membre d'un club de public speaking où en fait les gens ils sont membres pour travailler un peu sur leur public speaking skills. ouais. Et c'est un club international qui s'appelle Toastmasters. D'ailleurs, je le recommande fortement pour les gens, en fait, pas uniquement hein, les gens qui débarquent à Istanbul, mais les gens qui débarquent dans un nouveau pays, c'est pas leur pays et tout, ils ont envie de se faire des connexions. Comment est-ce que ça s'écrit? Toast like a toast, masters. D'accord. Parce que public speaking, juste pour ceux qui parlent pas anglais, c'est pour en fait c'est pour pouvoir mieux parler. C'est un cours de diction et mais surtout parler à une foule en fait, à un public. Voilà. Voilà, c'est au fait, ça t'aide à devenir meilleur quand il s'agit d'adresser une audience. Voilà. Donc, la majorité de mes amis turcs, je les ai rencontrés là-bas. Bah, deux, au fait, du coup, on a gardé l'amitié pendant 4 ans. Et donc, il y en a un qui est parti maintenant, qui vit à Barcelone. Mais voilà, c'est un Turc et c'est un très, très bon ami à moi. On est toujours en contact. Et j'ai une autre amie aussi qui vit ici. On se voit tout le temps et c'est une très, très bonne amie à moi. Et sinon, c'est plutôt des amis anglophones que tu as, à part cette Alors, j'ai un peu de tout. Alors, j'ai des amis anglophones. La majorité parle anglais. J'ai aussi des amis francophones. J'ai des amis arabophones aussi. Donc, le truc ici à Istanbul, c'est que tu te fais beaucoup d'amis, c'est sûr, hein, parce que le cercle des étrangers ici à Istanbul, il est quand même très élargi, c'est-à-dire qu'il y a des étrangers qui viennent ici, euh, soit pour travailler, soit ils viennent ici voilà, parce qu'ils sont emménagés avec leur mari et les enfants et tout, ou bien parce qu'ils se sont juste mariés ici. Donc, c'est vraiment très facile de se faire des amis. Maintenant, ce n'est pas des amis qui vont rester pour le long terme, c'est-à-dire que ça change tout le temps, les gens ils viennent et ils partent. Ouais. Donc, voilà, ça change tout le temps et c'est bien d'avoir des amis turcs. Bien sûr, c'est encore meilleur s'il y a des amis turcs anglophones parce que voilà, ça aide un peu. Mais avoir des amis turcs, je pense que c'est un must. Ouais. Bah, tu sais, Mhm. entre le moment où je suis arrivée à Istanbul et où je m'étais fait plein d'amis, surtout les 2, 3 premières années, et Mhm. aujourd'hui, il reste plus personne, hein. Il y a vraiment un roulement, comme on dit, de va-et-vient, ceux qui viennent, ceux qui partent, etc. Donc Effectivement. effectivement, les amitiés étrangères, on va dire, qui sont des électrons un peu libres, bah, c'est vrai que c'est un peu sur le court terme. Après, bon, avec la distance et tout, c'est compliqué. Donc je comprends tout à fait ce que tu veux dire. D'ailleurs, tu nous as parlé de cet organisme-là pour se faire des amis, mais il y a aussi un autre endroit où on peut se faire des amis, et je crois que c'est pendant tes dîners, non? Ah, oui, effectivement. Et effectivement, oui. Est-ce que tu peux nous raconter le concept des dîners que tu as développé? Ah, oui, très bien. Alors, et, au fait, c'était dans une période où je voulais au fait me faire des connaissances et tout. Je voulais élargir un peu mon cercle d'amis et de connaissances. Et en même temps, j'avais remarqué qu'il n'y avait pas de restaurant marocain.
Et du coup, en fait, il y a un ami à moi qui m'avait encouragé. En fait, c'est mon ami maintenant qui vit en Espagne. Ben, il m'avait encouragé à utiliser mon talent culinaire et à en faire quelque chose. Donc, j'ai eu l'idée d'organiser des dîners, d'inviter les gens. Et, euh, et voilà, comme ça, en fait, comme ça, je leur fais découvrir déjà l'art culinaire marocain, parce qu'il n'y avait pas, à l'époque, hein, en 2016, il n'y avait pas, en 2017, quand j'ai commencé, il n'y avait pas de restaurant marocain. D'accord. Et aussi pour connaître plus de monde, connaître des gens, me faire des contacts et me faire aussi des connexions. Et c'est comme ça que j'ai commencé le projet Casablanca Cuisine. Donc, c'est une série de dîners privés que j'organise en fait sur plusieurs locations à Istanbul. Et le but, c'est vraiment de recevoir un groupe d'étrangers, hein, parce qu'ils ne se connaissent pas, moi je ne les connais pas, ils ne se connaissent pas entre eux. Donc de recevoir un groupe de 10-12 personnes, et on s'assoit tous autour de la même table et on partage, on partage les mêmes plats et on mange de la même assiette pratiquement. Et c'est vraiment très beau parce que c'est une belle expérience. Les gens, ils viennent, ils ne se connaissent pas. Et il y a eu des moments où les gens ils veulent pas en fait ils veulent pas partir, ils se sentent tellement ils se sentent tellement bien, ils veulent pas partir. Ou il y a des soirées on va tous au bar à côté et on finit la soirée, on prend une bière tous ensemble et voilà. Et c'est des gens qui 3-4 heures plus tôt ils se connaissaient même pas, mais après tu sors avec des amitiés, peut-être que tu te fais des amitiés pour la vie aussi. Moi, j'ai connu du monde là-bas. J'ai connu du monde grâce à mes dîners. Je me suis fait de très, 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 très bonnes amitiés grâce à mes dîners. Des gens que j'ai rencontrés il y a 3 ans, ce sont toujours mes amis jusqu'au jour d'aujourd'hui. Même s'ils ont quitté, je sais très bien que voilà, je me suis fait des contacts dans un autre pays. C'est-à-dire que j'avais rencontré une femme lors de mes dîners qui habitait ici en Turquie, mais qui a déménagé maintenant à Munich. Et on avait, au fait, on parle d'organiser même un dîner à Munich, c'est-à-dire qu'elle a déménagé il y a 2 ans maintenant, mais voilà, on est toujours en contact et on parle de faire quelque chose à Munich, toutes les deux, c'est-à-dire que voilà, c'est ce genre de contact dont je parle. Ouais, c'est un concept qui est extensible à tous les pays en fait. Oui. Mais du coup, est-ce que toi, tu en profites parce que au final, c'est toi qui fais la nourriture? Est-ce que tu fais tout Mhm. de A à Z? Oui, effectivement. En fait, moi, je fais tout de A à Z. Et quand je dis tout, c'est même pas l'aspect culinaire du concept. C'est-à-dire que même l'organisation, c'est fait par moi. Donc, j'ouvre les événements, je parle aux gens, je reçois les gens. Et après, bien sûr, je cuisine. Je fais en sorte que la soirée se passe très, très bien. Même des fois, je pars avec mes invités, en fin de soirée, on part en prendre un verre dans un bar et tout, on papote et tout. Donc, je fais tout de A à Z. Et pour moi, le concept, bien sûr, c'est autour de la découverte de l'art culinaire de la cuisine marocaine, mais c'est aussi concernant la connexion humaine. C'est-à-dire, moi, ce qui est plus important pour moi, bien sûr, introduire ou bien présenter la cuisine marocaine, c'est important, mais ce qui est plus important, c'est la connexion et l'aspect humain de mon projet. Bien sûr, bien sûr. Et du coup, où est-ce que ça en est aujourd'hui ce projet? Alors, très bonne question, Péline. C'était quand ton dernier dîner, par exemple? Mon dernier dîner, c'était novembre dernier. Et en plus, c'était une très belle histoire. J'ai été invitée à cuisiner par une femme d'un certain renom. Je l'apprécie énormément. Elle est reporter chef à CNN World. Et je l'avais rencontrée il y a 2 ans je pense que c'était juste mon deuxième dîner ou quelque chose. Donc elle est américaine, syrienne, mais elle a passé 4 ans de sa vie au Maroc. Ah, Oui, donc elle était invitée par quelqu'un, donc elle vient à l'un de mes dîners, donc, et j'oublierai jamais ce qu'elle m'a dit, je l'oublierai jamais de toute ma vie. Elle vient et me dit en fait, c'est toi qui as organisé tout ça. Et je lui ai dit oui, oui. Donc voilà, enchantée. Et je lui ai expliqué un peu ce que je fais. Et après, elle m'a tenu la main et elle a commencé genre, elle pleurait et m'a dit j'ai passé 4 ans de ma vie au Maroc. Donc, tu peux pas imaginer ce que ton dîner aujourd'hui m'a fait.
Oh là Je, là. oui, ça m'a juste rappelé les beaux jours, la belle époque où avec mes parents, on vivait au Maroc. Et elle me dit, franchement, de tout mon cœur, je t'en remercie et j'oublierai jamais ça parce que tu m'as rendu a piece of my childhood. Tu m'as rendu une pièce, voilà, une part de mon enfance. Waouh. Et ça, c'est le plus beau compliment que j'ai eu de toute ma vie, franchement. Quelqu'un très sincère, très honnête, qui vient, qui s'ouvre à toi comme ça. Et voilà, j'ai rien fait en fin de compte. C'était, voilà, j'ai cuisiné et tout. Et le retour, au fait, que j'ai, tout l'amour et toutes ces émotions, c'était très, très beau. Et après, ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a appelé 2 ans plus tard. Et elle m'a dit, écoute, tu te rappelles le menu que tu as cuisiné il y a 2 ans? Après, elle me dit, au fait, je veux le même. Je veux exactement la même chose parce que je n'ai pas pu l'oublier. Mais voilà, je veux inviter des amis à moi, 15 personnes, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'était au fait le dernier dîner que j'avais fait et c'était en novembre 2019. Ah oui, parce qu'il faut préciser, les dîners que tu fais, tu ne les fais pas chez toi. Tu loues un local ou un endroit où c'est possible de cuisiner et de recevoir. Et du coup, ça, c'était ton premier projet chez quelqu'un Quand j'ai commencé mon concept, j'étais invitée par des gens. C'était tous des amis ou bien des amis de mes amis qui m'ont permis d'utiliser leurs appartements pour recevoir les gens et pour faire mes dîners. Donc, ils avaient tous de très beaux appartements, très grands, super bien localisés, donc des quartiers comme Cihangir, Nishantaché, Galata, donc c'était le centre. C'est vraiment très facile c'est facile en fait pour y arriver. Et ces gens-là, et j'en suis vraiment, vraiment très reconnaissante, c'est des amis ou bien c'est des connexions, ils m'ont fait confiance, ils ont ouvert leur propre maison pour des inconnus. Ils ne connaissaient pas les gens qui allaient venir dîner chez eux. Et, au fait, pour juste une petite anecdote, et lui, il ne savait pas que j'allais recevoir des gens que je ne connaissais pas. Le premier soir, j'organise le dîner et tout, il y a des gens qui se présentent et après, il me dit, Assia, j'ai remarqué un truc ce soir, tu ne connais pas les gens qui sont venus ici? Je lui dis, ben non, je ne les connais pas. Après, il me dit, mais attends, j'ai passé la soirée avec 12 personnes que toi, tu connais pas. Moi, je peux penser que tu les connaissais. Je lui dis non, je les connais pas. mais bon. Mais anyway, malgré tout ça, il m'a reçu pour 2 autres dîners et voilà, il a refait la même chose avec moi. J'oublierai jamais son soutien. Pour le moment, comme je t'ai expliqué, Péline, j'ai arrêté le dernier dîner, je l'ai fait en novembre 2019 et après il y a eu toute l'histoire du corona et tout, donc ça bougeait plus et je pouvais plus faire de dîner. Et même quand ça a repris un peu en juin, juillet, j'étais vraiment très voilà, j'étais pas bien parce que j'étais concernée par la sécurité de mes invités parce que je voulais pas faire des événements où des groupes, au fait, ils vont venir et se mettre ensemble parce que c'était pas safe. Donc, c'est pour ça que j'ai arrêté, j'ai rien fait. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai rien fait. Mais je suis maintenant en train de travailler sur un nouveau concept. J'ai eu quand même des retours très positifs. Donc, je travaille sur 2 segments. Le premier, c'est les événements. Donc, au fait, les gens, ils m'embauchent en tant que chef privé chez eux. Donc, ils organisent des événements pour la famille, pour des amis, des petits regroupements, hein, des petits événements pour 8-10 personnes. Et ils m'embauchent en tant que chef. Et donc, ça, c'est quelque chose que j'ai fait et que ça a marché. Ça marche. Les gens, ils sont vraiment très contents de rester chez eux et de pouvoir socialiser chez eux et aussi d'avoir voilà, une nourriture de qualité et d'avoir en fait toute une culture qui vient jusqu'à chez eux. Le deuxième segment, Péline, sur lequel je travaille maintenant et j'ai commencé à avoir des retours très positifs, c'est la préparation de plats chez soi. C'est-à-dire, supposons toi, Péline, tu fais appel à mes services. Donc, je vais venir chez toi pendant 3-4 heures. Ça dépend de ce que tu choisis du menu. Et je vais cuisiner pour toi des repas que tu vas garder dans ton réfrigérateur pendant 3 ou 4 heures. Pendant 3 ou 4 jours. C'est-à-dire que, supposons, je viens un dimanche, je vais cuisiner pour lundi, mardi, mercredi et jeudi.
Donc, je cuisine pendant 3-4 heures et voilà, j'emballe tout et je te laisse tout dans ton réfrigérateur et tu as au fait de quoi manger pendant 3-4 jours. Waouh! Mais c'est génial Oui. comme recette. Oui, oui, oui. Donc ça, j'ai commencé à faire. Donc ça marche. Au fait que j'ai eu de très bons retours et franchement, ouais, j'adore. Et aussi, c'est super bien parce que ça me donne au fait le temps de papoter un peu avec les gens et voilà de partager un peu mes petits secrets, de partager un peu ce que je fais et au fait d'avoir cette communication, cette one-to-one communication que normalement je ne pouvais pas avoir dans des événements parce que c'était des groupes de 12-13 personnes. Mais si tu m'embauches toi, par exemple, pour venir cuisiner pour la semaine, on va passer 3-4 heures toutes les deux dans la cuisine, à papoter, je partage mes astuces, je partage un peu ce que je fais et voilà, et en fin de compte, tu as de la nourriture pour 4-3 jours dans ton réfrigérateur. Mais c'est super. Bah écoute, comment est-ce qu'on peut te trouver sur Internet? Parce que est-ce que tu fais de la pub ou c'est juste du bouche à oreille pour l'instant? Pour le moment, je fais juste du bouche à oreille parce que j'ai envie en fait, de garder ça un peu privé parce que voilà, c'est un service qui est super exclusif. Maintenant, je fais du bouche à oreille, mais plus tard, bien sûr, je vais voir comment ça marche, hein, mais plus tard, je vais commencer à faire un peu de publicité. Mais comment me trouver? Il y a ma page, je peux très bien partager avec toi les liens si tu veux. Il y a ma page sur Instagram, c'est Casablanca Cuisine avec un K, cuisine avec un K. Et aussi, j'ai une page sur Facebook, donc vous pouvez me suivre là-bas pour voir un peu, après, au fait, quand les événements vont reprendre, pour voir mes actualités, mes événements et où me trouver. Moi, ça me passionne d'écouter les gens parler de leur concept, de ce qu'ils développent, etc. On manque de créativité dans ce monde, un peu de ce système, tu sais, trop carré, trop, voilà, faut rentrer dans les rangs, etc. Et en fait, je sais pas si tu as remarqué ça, mais Istanbul, moi, j'ai toujours senti que cette ville, c'était vraiment une ville qui donnait accès à plein de possibilités qui sont pas forcément accessibles, notamment en Occident. Alors, bon, toi, tu viens du Maroc, donc c'est différent, mais moi, ayant vécu en Occident, j'ai remarqué clairement que il fallait rentrer dans les rangs et qu'il y avait très peu de place pour s'exprimer, faire ce qu'on aime et vraiment laisser place à sa créativité. 100%, ça me parle, mais tu ne peux même pas imaginer comment. Tu as parfaitement raison. Et juste pour te dire, Péline, tu n'es pas la seule à penser ça. Comme je t'ai expliqué, beaucoup de mes amis, c'est des étrangers, c'est des gens qui sont venus s'installer ici. Et au fait, Istanbul, c'est un lieu où tu peux faire au fait beaucoup de choses, où tu peux être vraiment très créative. Et c'est aussi où les gens, ils ont quand même voilà, un peu cette ouverture d'esprit, mais au moins pour te donner une chance, ou bien au moins pour tenter quelque chose de nouveau, ce que j'apprécie énormément, ce que j'aime beaucoup, ce que j'apprécie énormément. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout est facile. Ça ne veut pas dire que voilà, ça sera la belle vie, c'est la land. Donc, ça veut aussi dire que oui, il peut y avoir des opportunités, mais en même temps, il faut travailler super dur. La cuisine, Casablanca Cuisine, ce n'est pas mon job. C'est quelque chose que je fais de côté parce que c'est plus culturel pour moi et j'ai envie au fait d'introduire ma culture aux gens ici. Parce que voilà, en parallèle, il faut que pour avoir une vie, au fait, il faut absolument que j'ai un travail dans une société. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que oui, tu peux être créative, mais ça prend du temps, ça prend énormément d'efforts. Et quand tu commences, il faut absolument avoir quelque chose de solide. Dans une étape préliminaire, ça ne va pas le faire uniquement. Donc, je n'ai pas envie de décourager les gens, mais c'est juste que j'ai envie de donner, de donner des faits réels et aussi de dire vraiment la réalité telle qu'elle est et dire les choses telles qu'elles sont. On va vraiment dire les choses telles qu'elles sont. Donne-moi un truc qui te fait chier en Turquie, que tu te dis, bon, ça me saoule. Ok, ok. Et, le fait qu'il y a personne en fait qui parle anglais. Je parle de la vie de tous les jours. Ça, en fait, ça fait chier un peu, mais c'est aussi une raison et une raison très solide quand même pour apprendre la langue et voilà pour s'intégrer.
Et c'est quelque chose qui m'énerve des fois, mais quand je m'énerve, je me dis, bon, Assia, calme-toi. Et tu t'es énervé, pas parce que cette personne a essayé de t'aider en turc, voilà, c'est sa langue, mais c'est parce que toi, tu ne parles pas le turc. Et donc ça, c'est un peu un truc qui m'énerve au quotidien, même après 4 ans. Et même après 4 ans, je me dis, Assia, mais franchement, voilà, faut que tu arrêtes, faut que tu parles le turc. C'est bon. Je pense que je vais te poser une dernière petite question. Bien sûr. Ma dernière question, ce serait peut-être quel serait le conseil que tu pourrais donner à une femme, notamment une femme marocaine qui souhaite vivre en Turquie? Vivre en Turquie et vivre à Istanbul surtout, c'est certainement quelque chose de bien. Comme tu as expliqué, il y a beaucoup d'opportunités qui vont s'ouvrir à toi, il y a beaucoup de portes, beaucoup d'options qui s'ouvrent à toi, mais il faut avoir une certaine force de caractère, surtout pour les femmes, c'est très important. Et bien sûr, il y aura toujours des gens qui sont vraiment très aimables, qui vont t'aider et tout, mais il ne faut pas compter sur l'aide des autres tout le temps. Il faut savoir se débrouiller, il faut apprendre la langue, ou bien au minimum, le minimum pour se débrouiller au quotidien. Il faut se trouver voilà, un travail stable, il faut se stabiliser sa vie, et tout ça, tu ne peux pas le faire si tu n'as pas une force de caractère. C'est très important. Si tu n'es pas quelqu'un voilà, qui a cette résistance à l'échec, parce que ça, c'est une qualité très importante. Voilà, c'est une qualité qu'il faut avoir. Parce que oui, Istanbul, c'est une belle ville. C'est agréable de vivre ici, mais il ne faut pas oublier que la Turquie, ce n'est pas un pays qui est quand même très stable politiquement, économiquement. Il y a beaucoup de changements. Les changements, ça peut être bien parce que ça te forge, ça te fait un caractère. Et franchement, je suis la femme que je suis aujourd'hui grâce aux dernières 4 années de ma vie. C'est-à-dire que j'ai vécu énormément de changements, énormément de déceptions, mais énormément de belles choses aussi. Donc, ça m'a quand même forgé. Et si je n'avais pas la force de caractère, j'aurais craqué la première année, quoi. Mais franchement, c'est super important ce que tu viens de dire. Parce Ouais. qu'effectivement, la Turquie, c'est un pays un peu instable économiquement. Oui. Si tu t'adaptes en Turquie, si tu vis en Turquie, si tu gardes l'esprit sain en Turquie, ah ben franchement, tu peux vivre n'importe où. Tu n'auras jamais de problème. Tu n'auras jamais de problème, mais de toute ta life, quoi. Si tu veux te forger un caractère, ah bah, tu prends tes clics et tes claques et tu viens à Istanbul, tu viens en Turquie. Tu vas te forger un caractère, mais de ouf. Dites-moi ce que vous avez pensé de l'expérience de Assia, mais surtout dites-moi si son histoire vous a inspiré. Est-ce que vous aussi vous avez des projets comme ça que vous aimeriez mettre en place mais que vous hésitez, ou alors est-ce que vous avez déjà commencé à mettre des petites choses en place pour faire des choses créatives, que ce soit en communauté ou tout seul, rien que pour vous. N'hésitez surtout pas à partager tout ça. Moi, j'adore écouter les histoires comme ça, inspirantes, que ce soit de l'entrepreneuriat, de l'artistique ou quoi que ce soit. Voilà, sur ce, je vous reviens très prochainement avec un autre épisode, une autre aventure. Et en attendant, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, une étoile si vous êtes... 5 étoiles si vous êtes sur une application de podcast. Et on se dit à très bientôt. Görüşürüz.